George R.R. Martin, Feu et sang, première partie. Chapitre 5, du prince au roi, l'ascension de Jaehaerys Ier. Jaehaerys Ier Targaryen accéda au trône de fer en 48, à l'âge de 14 ans. Il allait régner sur les 7 couronnes les 55 années suivantes, jusqu'à sa mort de cause naturelle en 103. Durant les dernières années de son règne, et sous le règne de son successeur, on l'appelait le Vieux Roi pour des raisons évidentes, mais Jaehaerys fut un homme jeune et vigoureux bien plus longtemps qu'il ne fut las et usé, et des érudits plus courtois le nomment avec révérence le Conciliateur. L'archimestre Humbert, écrivant un siècle plus tard, commenta de façon célèbre qu'Aegon le Dragon et ses sœurs avaient conquis les 7 couronnes, ou du moins 6 d'entre elles, mais que ce fut Jaehaerys le Conciliateur qui les réunit véritablement en une seule. Il n'eut pas la tâche facile, car ses prédécesseurs immédiats avaient défait beaucoup de ce que le conquérant avait bâti. Aenys par sa faiblesse et son indécision, Maegor avec sa soif de sang et sa cruauté. Le royaume dont hérita Jaehaerys était appauvri, déchiré par la guerre, dépourvu de loi et fracturé par des divisions et la défiance, tandis que le nouveau roi était un jeune homme débutant sans aucune expérience du gouvernement. Ses prétentions sur le trône de fer elles-mêmes n'échappaient pas totalement aux questions. Bien que Jaehaerys fût le seul fils survivant du roi Aenys Ier, son frère aîné Aegon avait revendiqué la royauté avant lui. Aegon le Sans Couronne avait péri dans la bataille sous l'œil Dieu, en s'efforçant de chasser du trône son oncle Maegor, mais pas avant d'avoir pris pour femme sa sœur Rhaena et mis au monde 2 filles, les jumelles Aerea et Rhaella. Si on considérait Maegor le Cruel comme un simple usurpateur, sans aucune légitimité à régner, comme certains maîtres le prétendaient, alors le prince Aegon avait été le roi véritable, et la succession devait de droit revenir à sa fille aînée, Aerea, et non à son frère cadet. Le sexe des jumelles jouait contre elles toutefois, de même que leur âge. Les fillettes n'avaient que 6 ans à la mort de Maegor. De plus, des chroniques que nous ont laissées les contemporains suggèrent que la princesse Aerea, dans sa prime jeunesse, était une enfant timide, très portée à pleurer, à mouiller son lit, alors que Rhaella, la plus hardie et la plus robuste des deux, était une novice qui servait dans le septuaire étoilé, promise à la foi. Aucune ne semblait avoir l'étoffe d'une reine. Leur propre mère, la reine Rhaena, le reconnut quand elle accepta que la couronne revienne à son frère Jaehaerys plutôt qu'à ses filles. Certains ont suggéré que Rhaena elle-même aurait pu présenter les revendications les plus solides à la couronne, en tant que première-née du roi Aenys et de la reine Alyssa. Il y en eut même pour murmurer que ce fut la reine Rhaena qui aurait, on ne sait comment, œuvré à délivrer le royaume de Maegor le Cruel, bien que les moyens par lesquels elle aurait pu causer sa mort, après avoir fui Port-Réal sur son dragon Songe-Feu, n'eût jamais été établi de façon crédible. Son genre parla contre sa cause, cependant. « Nous ne sommes point ici à Dorne !» riposta Lord Rogar Baratheon, lorsque l'idée lui en fut soumise. « Et Rhaena n'est pas Nymeria !» Au surplus, la reine, 2 fois veuve, en était venue à haïr Port-Réal et la cour, et ne souhaitait plus que revenir à Belle-Île, où elle avait trouvé une certaine mesure de paix, avant que son oncle ne fasse d'elle l'une de ses épouses noires. Le prince Jaehaerys était encore à 1 an et demi d'être un homme quand il monta sur le trône de fer. On détermina donc que sa mère, la reine douairière Alyssa, officierait pour lui comme régente, tandis que Lord Rogar occuperait la charge de main et de protecteur du royaume. Qu'on ne croit pas pour autant que Jaehaerys était un simple fantoche. Dès le début, l'enfant roi insista
pour faire entendre sa voix dans toutes les décisions prises en son nom. Alors même qu'on livrait au bûcher funéraire la dépouille mortelle de Maegor Ier Targaryen, son jeune successeur affrontait sa première décision cruciale. Comment traiter les derniers partisans de son oncle? Le temps qu'on trouve Maegor mort sur le trône de fer, la plupart des grandes maisons du royaume et nombre de nobliaux l'avaient abandonné. Mais la plupart n'est pas le tout. Nombre de ceux dont les domaines et les châteaux étaient proches de Port-Réal et des terres de la couronne avaient soutenu Maegor jusqu'à l'heure même de sa mort, entre autres les lords Rosby et Tourelle, dernier homme à l'avoir vu en vie. Ceux qui s'étaient ralliés à ces bannières comprenaient les lords Castelfoyer, Massé, Hart, Prédo, Sombreline, Grondeguet, Maléry, Barémon, Boulot, Stoughton et Buckwell. Dans le chaos qui suivit la découverte du corps de Maegor, Lord Rosby but une coupe de ciguë pour rejoindre son roi dans la mort. Buckwell et Grondeguet prirent la mer pour Pentos, tandis que la plupart des autres fuyaient vers leur propre château et forteresse. Seuls Sombreline et Stoughton eurent le courage de rester avec Lord Tourelle pour présenter la reddition du Donjon Rouge quand le prince Jaehaerys et ses sœurs Rhaena et Alysanne descendirent sur le château avec leurs dragons. Les chroniques de la cour nous apprennent que lorsque le jeune prince se laissa glisser du dos de Vermithor, ses 3 léaux seigneurs ployèrent le genou devant lui pour déposer leurs épées à ses pieds, le saluant comme leur roi. Vous arrivez bien tard au banquet, rapporte-t-on que le prince Jaehaerys leur aurait dit, quoique d'un ton aimable, et ces mêmes épées ont aidé à oxyre mon frère Aegon, sous l'œil Dieu. Sur son ordre, on les enchaîna aussitôt tous les 3, tandis que certains dans l'entourage du prince appelaient à les exécuter sur le champ. Ils furent bientôt rejoints dans leur cachot obscur par la justice du roi, le lord confesseur, le geôlier principal, le commandant du guet de la ville et les 4 chevaliers de la garde royale qui étaient demeurés auprès du roi Maegor. Une demi-lune plus tard, Lord Rogar Baratheon et la reine Alyssa arrivèrent à Port-Réal avec leur hoste, et on arrêta et emprisonna encore plusieurs centaines de personnes. Qu'ils soient chevaliers, écuyers, intendants, septons ou serviteurs, le chef d'accusation contre eux restait le même. On les accusait d'avoir aidé et soutenu Maegor Targaryen dans son usurpation du trône de fer et dans tous les crimes, cruautés et dévoiements qui avaient suivi. Pas même les femmes ne furent exemptes. Ces dames de noble naissance, qui avaient servi les épouses noires, furent arrêtées elles aussi, ainsi qu'une vingtaine de traînées de ville naissance, désignées comme les putains de Maegor. Les cachots du Donjon Rouge, pleins à craquer, la question de ce qu'on devrait faire des prisonniers se posait. Si l'on considérait Maegor comme un usurpateur, alors son règne tout entier était illégitime, et ceux qui l'avaient soutenu étaient coupables de trahison et devaient être mis à mort. Telle était la voie demandée par la reine Alyssa. La reine douairière avait perdu 2 fils par la cruauté de Maegor, et n'était pas disposée à accorder à ceux qui avaient exécuté ses édits ne serait-ce que la dignité d'un procès. Quand on torturait et tuait mon petit Viserys, ces hommes sont restés silencieux sans émettre une protestation, dit-elle. Pourquoi devrions-nous les écouter maintenant ? Face à sa fureur se tenait Lord Rogar Baratheon, main du roi et protecteur du royaume. Si sa seigneurie confirmait que les hommes de Maegor méritaient assurément punition, il faisait observer que s'ils exécutaient leurs captifs, les derniers partisans de l'usurpateur ne seraient pas enclins à ployer le genou. Lord Roger n'aurait d'autre choix que de marcher sur leur château, un par un, et d'extirper chaque homme de sa forteresse comme un bigorneau par l'acier et le feu. « Cela peut se faire, mais à quel prix ?» demanda-t-il. « L'affaire serait sanglante et pourrait endurcir les cœurs contre nous. Que les hommes de Maegor soient jugés
et confessent leur trahison, insista le protecteur. Ceux qui seraient convaincus des pires crimes pourraient être mis à mort. Quant au reste, qu'ils fournissent des otages pour garantir leur loyauté à venir et cèdent une partie de leurs terres et châteaux. La sagesse de Lord Rogar était claire pour la plupart des autres partisans du roi. Pourtant, ces vues n'auraient peut-être pas prévalu si Jaehaerys lui-même n'y avait pas prêté la main. Bien qu'il n'eût que 14 ans, l'enfant roi prouva d'emblée qu'il ne se contenterait pas de rester docilement assis, tandis que d'autres régnaient en son nom. Avec son maître, sa sœur Alysanne et une poignée de jeunes chevaliers à ses côtés, Jaehaerys monta sur le trône de fer et fit venir ses seigneurs pour l'écouter. « Il n'y aura ni procès, ni torture, ni exécution, leur annonça-t-il. Le royaume doit constater que je ne suis pas mon oncle. Je n'entamerai pas mon règne par un bain de sang. Certains ont accouru tôt sous mes bannières, d'autres tard. Que vienne le reste maintenant ? Jaehaerys n'avait été ni couronné, ni oint, et n'avait pas atteint sa majorité. Sa décision n'avait par conséquent pas force de loi. Il n'avait pas l'autorité de passer par-dessus son conseil et son régent. Cependant, la puissance de ses paroles fut telle, et sa détermination manifeste, assis en les considérant du haut du trône de fer, que les lords Baratheon et Velaryon apportèrent immédiatement leur soutien à leur prince, et que le reste ne tarda pas à suivre leur exemple. Seule sa sœur Rhaena osa s'opposer à lui. « Ils t'acclameront quand on te posera la couronne sur la tête, dit-elle, comme ils ont naguère acclamé notre oncle, et avant lui notre père. » Finalement, il revint à la régente de décider de la question. Et si la reine Alyssa désirait la vengeance en elle-même, il lui répugnait de s'opposer aux souhaits de son fils. Cela le ferait passer pour un faible, rapporte-t-on qu'elle aurait dit à Lord Rogar. Et jamais cela ne doit arriver. Ce fut la perte de son père. C'est ainsi que la plupart des partisans de Maegor furent épargnés. Durant les jours suivants, on vida les cachots de Port-Réal. Après avoir reçu à boire, à manger et des vêtements propres, les captifs furent escortés jusqu'à la salle du trône par groupes de 7. Là, sous les yeux des dieux et des hommes, ils renoncèrent à leur allégeance à Maegor et firent à genoux hommage à son neveu Jaehaerys. Après quoi, le jeune roi pria chacun de se relever, lui accorda son pardon et lui restitua ses terres et ses titres. Il ne faut pas croire que les accusés s'en tirèrent sans châtiment, cependant. Seigneurs et chevaliers pareillement furent forcés d'envoyer un fils à la cour pour servir le roi et tenir une fonction d'otage. Pour ceux qui n'avaient pas de fils, on exigea une fille. Les plus riches des seigneurs de Maegor cédèrent également certaines terres, Tourelle, Sombrelin et Stoughton entre autres. D'autres payèrent leur pardon avec de l'or. La clémence royale ne s'étendit pas à tous. Le bourreau de Maegor, ses geôliers et ses confesseurs furent tous jugés coupables d'avoir assisté Tiana de la Tour pour torturer et tuer le prince Viserys, qui avait si brièvement été l'héritier et l'otage de Maegor. On livra leur tête à la reine Alyssa, accompagnée des mains qu'ils avaient osé lever contre le sang du dragon. Sa grâce se dit fort satisfaite de ses gages. Un autre homme y perdit aussi sa tête, Ser Maladon Moore, chevalier de la garde royale, qui fut accusé d'avoir retenu Cerise Hightower, la première reine de Maegor, tandis que son frère juré, Ser Owen Bosque, lui retirait la langue, opération durant laquelle les efforts de sa grâce avaient fait glisser la lame, causant sa mort. Ser Maladon, on le notera, affirma que toute cette histoire était une fable, et déclara que la reine Cerise était morte de méchanceté. Il reconnut toutefois avoir livré Tiana de la Tour aux mains du roi Maegor, et être resté témoin tandis qu'il la tuait, si bien qu'il avait quand même
le sang d'une reine sur les mains. 5 survivaient des 7 de Maegor. 2 de ceux-là, Ser Oliver Bracken et Ser Raymond Malery, avaient joué un rôle dans la chute du défunt roi en tournant kazakh pour rejoindre Jaeharis, mais l'enfant roi fit à bon droit valoir que, ce faisant, ils avaient rompu leur serment de défendre la vie du roi avec la leur. « Je ne veux point de parjure dans ma cour !» proclama-t-il. Les 5 gardes royaux furent en conséquence condamnés à mort. Mais sur les instances de la princesse Alizane, on admit qu'ils seraient épargnés s'ils acceptaient d'échanger leur manteau blanc contre des noirs, en entrant dans la garde de nuit. 4 des 5 acceptèrent cette mesure de clémence et partirent pour le mur. Avec Ser Oliver et Ser Raymond, les tournes kazakhs, s'en allèrent Ser John Talet et Ser Simond Heron. Le 5e garde royal, Ser Harold Longegarde, exigea un jugement par combat. Jaeharis le lui accorda et s'offrit à affronter personnellement Ser Harold en combat singulier. Mais sur ce point, la reine régente prévalut contre lui. Ce fut en fait un jeune chevalier des terres de l'orage qu'on envoya comme champion de la couronne. Ser Giles Morrigan, l'homme choisi, était un neveu de Damon le Dévot, le grand capitaine des fils du guerrier qui les avait commandés lors du jugement des 7 contre Maegor. Désireux de prouver au nouveau roi la loyauté de sa maison, Ser Giles régla promptement le sort du vieillissant Ser Harold et, peu de temps après, fut nommé Lord Commandant de la garde royale de Jaeharis. Entre-temps, la nouvelle de la clémence du prince se propagea à travers le royaume. Un par un, les ultimes partisans du roi Maegor dispersèrent leur armée, quittèrent leur château pour accomplir le voyage jusqu'à Port-Réal et jurer fidélité. Certains le firent avec réticence, craignant que Jaeharis ne se révèle être un roi aussi faible et incapable que son père. Mais comme Maegor n'avait laissé aucun héritier de son sang, il n'y avait aucun rival possible autour duquel l'opposition pourrait se réunir. Même les plus fervents des partisans de Maegor furent conquis en rencontrant Jaeharis, car il était tout ce qu'un prince devait être, aimable dans son propos, généreux dans ses actes, et aussi chevaleresque qu'il était courageux. Le grand maître Bénifère, rentré depuis peu de l'exil à Pentos qu'il s'était imposé, a écrit qu'il était érudit comme un maître et pieux comme un septon. Et si l'on peut en partie voir là de la flatterie, il y avait aussi du vrai dans cette formule. On rapporte que même sa mère la reine Alissa aurait appelé Jaeharis le meilleur de mes 3 fils. Il ne faudrait pas croire que la réconciliation des seigneurs apporta d'un jour à l'autre la paix à Westeros. Les efforts du roi Maegor pour exterminer les pauvres compagnons et les fils du guerrier avaient dressé nombre d'hommes et de femmes pieux contre lui et contre la maison Targaryen. Et s'ils avaient collecté les têtes de centaines d'étoiles et d'épées, il en restait encore des centaines en liberté, et des dizaines de milliers de nobliaux, de chevaliers fiefés et des gens du peuple les abritaient, les alimentaient et leur apportaient aide et réconfort chaque fois qu'ils le pouvaient. Silas Guenille et Denis le Bancroche commandaient des bandes errantes de pauvres compagnons qui allaient et venaient comme des spectres, disparaissant dans la forêt sauvage dès qu'ils étaient menacés. Au nord de la dent d'or, le dogue rouge des collines, Ser Geoffrey Doggett, se mouvait à sa guise entre les terres de l'Ouest et le Conflent, avec le soutien et la connivence de Lady Lucinda, la pieuse épouse du sire de Vivzeg. Ser Geoffrey, qui s'était arrogé le manteau de grand capitaine des fils du guerrier, avait annoncé son intention de rendre à cet ordre jadis orgueilleux sa gloire première, et il recrutait des chevaliers sous ses bannières. Pourtant, la plus grande menace se situait au sud, où Septonlune et ses partisans campaient sous les murs de Villevieille, défendus par Lord du Rouvre, Lord de Rohan et leurs chevaliers.
Lune, colossal et massif, était doté d'une voix de tonnerre et d'une impressionnante présence physique. Bien que ses pauvres compagnons les proclamaient grands septons véritables, ce septon, s'il en était véritablement un, n'avait rien d'une figure de piété. Il s'enorgueillissait que l'Étoile à 7 branches soit le seul livre qu'il ait jamais lu. Et beaucoup doutaient même de cette affirmation, car on ne l'avait jamais entendu citer ce volume sacré, et nul ne l'avait jamais vu lire ni écrire. Pieds nus, tête nue, et possédé d'une ferveur immense, le plus pauvre des compagnons était capable de parler des heures et ne s'en privait guère, et son sujet de prêche était le péché. « Je suis un pécheur », Septon Lune débutait chacun de ses sermons par ces mots. Et il en était un, en effet, créature aux appétits formidables, goinfre et ivrogne, renommé pour sa lubricité, Lune couchait chaque nuit avec une femme différente, en engrossant tellement que ses acolytes prétendirent que sa semence pouvait rendre féconde une femme stérile. L'ignorance et la folie de ses fidèles étaient telles qu'on en vint largement à croire à cette fable. Des maris se mirent à lui proposer leur épouse, et les mères leurs filles. Septon Lune ne déclinait jamais ses offres, et après quelque temps, certains parmi les chevaliers sauvages et les hommes d'armes de sa racaille prirent la coutume de peindre sur leurs boucliers des représentations de l'épieu de Lune, et un allègre commerce se développa autour de massues, pendentifs et bâtons sculptés à la semblance du membre de Lune. Le contact de ces talismans, croyait-on, apportait prospérité et bonne fortune. Chaque jour, Septon Lune s'en allait dénoncer les péchés de la maison Targaryen, et le lèche-bot, qui consentait à leur abomination, tandis qu'à l'intérieur de Villevieille, le véritable père des fidèles était virtuellement devenu un prisonnier de son propre palais, incapable de poser le pied hors des limites du septuaire étoilé. Bien que Lord Hightower ait fermé les portes devant Septon Lune et ses fidèles, et refusé de les laisser entrer en ville, il ne montrait aucun empressement à prendre les armes contre eux, malgré maintes requêtes de sa sainteté suprême. Quand on le pressait de donner ses raisons, sa seigneurie prétextait de son refus de répandre le sang des pieux, mais beaucoup prétendaient que la vraie raison tenait à sa répugnance à livrer bataille aux lords du Rouvre et Rohan, qui avaient accordé à Lune leur protection. Cette réticence lui valut le surnom de « Lord Donnel le Tardif » de la part des maîtres de la citadelle. Le long conflit entre le roi Maegor et la foi avait rendu impérative une onction de Jaehaerys par le grand Septon, s'accordait à penser Lord Rogar et la reine régente. Avant que cela puisse arriver, toutefois, il fallait régler le problème de Septon Lune et de sa horde en haillons, afin que le prince puisse en toute sécurité voyager jusqu'à Villevieille. On avait espéré que la nouvelle de la mort de Maegor suffirait à convaincre les fidèles de Lune de se disperser, et certains l'avaient fait. Mais guère plus de quelques centaines, dans un host qui se chiffrait à près de 5000. Quelle importance peut avoir la mort d'un dragon quand un autre se lève pour prendre sa place, déclara Septon Lune à sa troupe. Westeros ne sera pas propre à nouveau tant que tous les Targaryens n'auront pas été oxys ou rejetés à la mer. Chaque jour, il prêchait de nouveau, appelant Lord Hightower à lui livrer Villevieille, appelant le grand lèche-bot à quitter le septuaire étoilé et à affronter le courroux des pauvres compagnons qui l'avaient trahi, appelant le peuple du royaume à se soulever, et chaque nuit il pêchait de rechef. À l'autre bout du royaume, à Port-Réal, Jaehaerys et ses conseillers réfléchissaient à la façon dont débarrasser le royaume de ce fléau. L'enfant roi et ses sœurs, Rhaena et Alysanne, possédaient tous des dragons, et certains estimaient que la meilleure méthode de traiter le Septon Lune était celle par laquelle Aegon le Conquérant et ses sœurs avaient traité les deux rois au champ du feu.
Jaeharis n'avait aucun goût pour un tel massacre toutefois, et sa mère, la reine Alyssa, l'interdit catégoriquement, leur rappelant le destin de Rhaenys Targaryen et de son dragon Adorn. Lors de Rogar, la main du roi annonça avec quelques réticences qu'il mènerait sa propre armée de l'autre côté du Bief et disperserait les hommes de lune par la force des armes. Bien que cela signifierait opposer ses orageois et toutes les autres forces qu'il pourrait rassembler aux lords de Rohan et du Rouvre, et à leurs chevaliers et hommes d'armes, autant qu'aux pauvres compagnons. « Fort probablement, nous l'emporterons, » déclara le protecteur, « mais point sans coup. » Peut-être les dieux écoutaient-ils, car alors même que le roi et son conseil débattaient à Port-Réal, le problème fut résolu de façon fort inattendue. Le crépuscule tombait sur Villevieille, quand Septonlune, épuisé par une journée de prêche, se retira sous sa tente pour son repas du soir. Comme toujours, il était gardé par ses pauvres compagnons, de vigoureux colosses à la barbe fournie, armés de haches. Mais lorsqu'une accorte jeune femme se présenta à la tente du Septon, avec une carafe de vin qu'elle souhaitait offrir à sa sainteté, en échange de son aide, il la fit rentrer sans délai. Il savait le genre d'aide dont la femme avait besoin, le genre qui lui mettrait un bébé au ventre. Un peu de temps s'écoula, durant lesquels les hommes devant la tente n'entendirent à l'intérieur que de sporadiques éclats de rire de la part de Septonlune. Mais soudain, il y eut un gémissement et un hurlement de femme, suivi d'un mugissement furieux. Le rabat de la tente s'ouvrit violemment, et la femme en jaillit, demi-nue et pieds nus, et s'enfuit, ses yeux terrifiés et écarquillés, avant qu'aucun pauvre compagnon ne puisse songer à la retenir. Septonlune en personne sortit un instant plus tard, nu, rugissant et couvert de sang. Il se tenait le cou et du sang coulait entre ses doigts et gouttait dans sa barbe, de l'endroit où on lui avait tranché la gorge. On raconte que l'une traversa la moitié du camp titubant, trébuchant d'un feu de camp à un autre, à la poursuite de la traînée qui l'avait égorgée. Finalement, même sa force énorme lui fit défaut. Il s'effondra et expira alors que ses acolytes se pressaient autour de lui, hurlant de chagrin. De sa meurtrière, il n'y avait aucune trace. Elle avait disparu dans la nuit pour ne plus jamais reparaître. Des pauvres compagnons furieux dévastèrent le campement un jour et une nuit à sa recherche, abattant les tentes, s'emparant de dizaines de femmes et rossant tout homme qui essayait de leur barrer le passage. Mais ils rentrèrent de leur chasse les mains vides. Les gardes de Septonlune ne s'accordaient même pas sur une description de sa tueuse. Les gardes se souvinrent qu'elle avait apporté avec elle une carafe de vin en cadeau pour le Septon. Il restait encore la moitié du vin quand on fouilla la tente, et 4 pauvres compagnons se la partagèrent alors que le soleil se levait, après avoir ramené le corps de leur prophète dans son lit. Tous 4 étaient morts avant midi. Dans le vin, on avait versé du poison. En conséquence de la mort de l'une, l'armée locteuse qui l'avait conduite à Villevieille commença à se désagréger. Certains de ses partisans s'étaient déjà éclipsés quand leur étaient parvenues les nouvelles de la mort du roi Maegor et de l'avènement du prince Jaeharis. Désormais, ce filet se changea en flot. Avant même que le cadavre du Septon ait commencé à empester, une douzaine de rivaux s'étaient présentés pour revendiquer son manteau et des combats éclatèrent parmi leurs partisans respectifs. On aurait pu croire que les hommes de lune se tourneraient vers les 2 seigneurs parmi eux pour les mener, mais rien n'aurait pu être plus loin de la vérité. Les pauvres compagnons en particulier n'avaient aucun respect pour la noblesse, et la réticence des lords de Rohan et du Rouvre à lancer leurs chevaliers hommes d'armes à l'assaut des murailles de Villevieille les avait fait douter des 2 seigneurs. La possession de la dépouille mortelle de l'une,
devint elle-même un point de discorde entre deux de ses successeurs putatifs, le pauvre compagnon qu'on appelait Rob le famélique et un certain Lorca, dit Lorca l'érudit, qui se vantait d'avoir consigné à sa mémoire la totalité de l'étoile à 7 branches. Lorca prétendait avoir eu la vision d'un lune qui livrerait Villevieille aux mains de ses partisans, même après sa mort. Après avoir arraché à Rob le famélique la dépouille du septon, le sot érudit la ligota sur un destrier, nu, ensanglanté et putréfié, pour se lancer à l'assaut des portes de Villevieille. Moins de 100 hommes se joignirent à l'attaque cependant, et la plupart périrent sous une averse de flèches, de piques et de pierres, avant d'approcher à moins de 100 pas des murailles de la ville. Ceux qui y parvinrent furent arrosés d'huile bouillante ou embrasés avec de la poix enflammée, local érudit parmi eux. Quand tous ces hommes furent morts ou agonisants, une douzaine des plus hardis chevaliers de Lord Hightower fit une sortie par une barbacane, s'emparèrent du cadavre de Septonlune et lui tranchèrent la tête. Tannée, empaillée, elle serait par la suite offerte en présent au grand Septon dans le septuaire étoilé. L'attaque avortée se révéla être le dernier soubresaut de la croisade de Septonlune. Lord de Rohan décampa dans l'heure avec tous ses chevaliers et hommes d'armes. Lord du Rouvre suivit le lendemain. Les vestiges de l'Ost, chevaliers sauvages et pauvres compagnons, suiveurs et marchands s'égayèrent dans toutes les directions, pillant et mettant à sac chaque ferme, chaque village et chaque redoute au long de leur trajet. Des 5000 que Septonlune avait conduits jusqu'à Villevieille, il restait moins de 400 lorsque Lord Donnel le Tardif s'ébroua enfin et sortit en force massacrer les traînards. L'assassinat de Lune retirait le dernier obstacle important à l'accession de Jaehaerys au trône de fer. Mais depuis ce jour, le débat a fait rage quant à la responsabilité de cette mort. Personne n'a vraiment cru que la femme, qui avait tenté d'empoisonner le septon pêcheur et fini par lui trancher la gorge, avait agi seule. De toute évidence, elle n'était qu'un instrument. Mais de qui ? Était-ce l'enfant roi lui-même qui l'avait envoyé, ou un agent de sa main, Rogar Baratheon, ou de sa mère, la reine régente ? Certains en sont venus à penser que la femme appartenait au Sans-Visage, cette guilde tristement célèbre de sorciers assassins de Braavos. Pour soutenir cette hypothèse, ils ont cité sa disparition soudaine, la façon dont elle a paru se fondre dans la nuit, après le meurtre, et le fait que les gardes de Septonlune n'aient pu s'accorder sur son apparence. Des hommes plus sages, et ceux qui sont plus familiarisés avec les pratiques des sans-visages, accordent peu de crédit à cette théorie. La maladresse même de l'assassinat de Lune s'oppose à ce qu'il soit leur ouvrage, car les sans-visages ont grand soin de faire passer leurs meurtres pour des morts naturelles. C'est chez eux un point d'honneur, la pierre angulaire de leur art. Trancher la gorge d'un homme et le laisser tituber dans la nuit en hurlant au meurtre est au-dessous d'eux. La plupart des érudits de nos jours estiment que l'assassin n'était qu'une fille du camp, agissant à l'instigation soit de Lord Rohan, soit de Lord du Rouvre, voire des deux. Bien qu'aucun n'eût osé déserter Lune tant qu'il vivait, la promptitude avec laquelle les deux lords ont abandonné sa cause après son trépas suggère que leur grief portait sur Maegor, et non point sur la maison Targaryen. Et en fait, les deux hommes revinrent bientôt à Villevieille, pénitents et dociles, pour ployer le genou devant le prince Jaehaerys à son couronnement. Avec la route de Villevieille redevenue dégagée et sûre, ce couronnement prit place dans le septuaire étoilé au dernier jour de la 48e année après la conquête. Le grand Septon, ce grand lèche-bot que Septonlune avait espéré remplacer, oignit lui-même le jeune roi et posa sur sa tête la couronne de son père Aenys. S'ensuivirent 7 jours de banquets, au fil desquels des seigneurs grands et petits vinrent par centaines ployer le genou
et juraient leur épée à Jaeharis. Dans l'assistance figuraient ses sœurs Rhaena et Alizane, ses jeunes nièces Aerea et Rhaella, sa mère, la reine régente Alyssa, la main du roi, Rogar Baratheon, Sergaels Morrigan, lord commandant de la garde royale, le grand maître, l'assemblée des archimestres de la citadelle, et un homme que nul n'aurait imaginé voir là, Ser Geoffrey Doggett, le dogue rouge des collines, grand capitaine autoproclamé des fils du guerrier, déclaré hors la loi. Doggett était arrivé en compagnie de Lord et Lady Tully de Vivzeg, non point enchaîné comme la plupart auraient pu s'y attendre, mais avec un sauf-conduit portant le propre sceau du roi. Le grand maître Bénifère a écrit par la suite que l'entrevue entre l'enfant roi et le chevalier hors-la-loi avait dressé la table pour toute la suite du règne de Jaeharis. Quand Ser Geoffrey et Lady Lucinda le pressèrent d'abroger les décrets de son oncle Maegor et de rétablir les épées et les étoiles, Jaeharis refusa avec fermeté. « La foi n'a pas besoin d'épée, déclara-t-il. Ils ont ma protection, la protection du trône de fer. » Il supprima toutefois les récompenses qu'avait promises Maegor pour les têtes des fils du guerrier et des pauvres compagnons. « Je ne ferai pas la guerre contre mon propre peuple, dit-il, mais je ne tolérerai pas non plus la trahison et la rébellion. Je me suis soulevé contre votre oncle, tout comme vous, répondit le dogue rouge des collines, sur un ton de défi. En effet, concéda Jaeharis, et vous avez bravement lutté, nul ne peut en disconvenir. Les fils du guerrier ne sont plus, et vos vœux envers eux sont échus, mais vos services n'ont point besoin de l'être. J'ai une proposition pour vous. Et avec ces mots, le jeune roi choqua la cour en offrant à Ser Geoffrey une place à ses côtés comme chevalier de la garde royale. Un silence tomba alors, nous raconte le grand maître Bénifère. Et quand le dogue rouge tira sa flamberge, il y en eut pour craindre qu'il se prépare à attaquer le roi avec elle. Mais en fait, le chevalier mit un genou à terre, inclina sa tête et déposa sa lame aux pieds de Jaeharis. On dit qu'il y avait des larmes sur ses joues. 9 jours après le couronnement, le jeune roi quitta Villevieille pour Port-Réal. La plus grande partie de sa cour voyageait avec lui, pour ce qui se transforma en immense défilé à travers le Bief. Mais sa sœur Rhaena ne resta avec eux que jusqu'au jardin, où elle enfourcha son dragon Songe-Feu pour regagner Belle-Île et le château de Lord Farman dominant la mer, prenant congé non seulement du roi, mais aussi de ses filles. Rhaella, novice jurée à la foi, était restée au septuaire étoilé, tandis que sa jumelle Aerea continua avec le roi jusqu'au donjon rouge, où elle devait servir comme porte à nappe et compagne de la princesse Alizane. Cependant, il advint une chose étrange aux filles de la reine Rhaena après le couronnement, observa-t-on. Les jumelles avaient toujours été l'image l'une de l'autre dans un miroir par l'apparence, mais pas par le tempérament. Si Rhaella était, dit-on, une enfant hardie et obstinée, et la terreur des septa qui en avaient reçu la charge, Aerea était connue comme une créature timide et fragile, fort portée aux larmes et aux peurs. Elle a peur des chevaux, des chiens, des garçons à la voix forte, des hommes avec une barbe, des danses, et les dragons la terrifient, écrivit le grand maître Bénifère lorsque Aerea arriva pour la première fois à la cour. C'était avant la chute de Maegor et le couronnement de Jaeharis toutefois. Par la suite, la fille qui demeura à Villevieille se consacra à la prière et à l'étude et n'eut plus jamais besoin de réprimande, alors que celle qui rentrait à Port-Réal se montra enjouée, vive d'esprit et aventureuse, et passa bientôt le plus clair de ses jours dans les chenils, les écuries et les cours des dragons. Bien que rien n'eût jamais été prouvé, on estima communément que quelqu'un, la reine Rhaena elle-même peut-être, ou sa mère, la reine Alyssa,
avait saisi l'occasion du couronnement du roi pour échanger les jumelles. S'il en était ainsi, nul ne fut enclin à remettre en question la tromperie, car en attendant que Jaehaerys engendre un héritier de son sang, la princesse Aérea, ou la fillette qui portait désormais ce nom, était l'héritière du trône de fer. Tous les rapports s'accordent à dire que le retour du roi de Villevieille à Port-Réal fut un triomphe. Ser Geoffrey chevaucha à ses côtés, et tout au long du trajet, ils furent acclamés par des foules en liesse. Ça et là apparaissaient de pauvres compagnons, des bougres émaciés et crasseux, avec de longues barbes et de grandes haches, pour implorer la même clémence qu'on avait accordée aux Dogues Rouges. Clémence que Jaehaerys leur accordait, à la condition qu'ils acceptent de partir vers le nord et de rejoindre la garde de nuit au mur. Des centaines jurèrent d'agir ainsi, parmi lesquels nul autre que Robb le Famélique. Moins d'une lune après son couronnement, écrivit le grand maître Bénifer, le roi Jaehaerys avait réconcilié le trône de fer et la foi, et mis fin au carnage qui avait troublé les règnes de son oncle et de son père.